Madame, Monsieur, vous êtes sur Télé Africain, le Métronome, votre émission de débat sur des questions qui font l'actualité. Ce soir, on va parler de football et de non-reprise du championnat de football de première division et de deuxième division. Les footballeurs sont en train de ronger leurs freins. Les responsables de clubs sont dans l'incompréhension. Le ministère de Sport est en train de faire de la prolongation quant aux fonds destinés aux clubs et à la reprise du championnat de football de première division notamment. Une situation assez problématique au regard des échéances futures qui se profilent à l'horizon, notamment le dernier tour qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Vous le savez, le Gabon qui est qualifié pour ce dernier tour, qui va donc affronter le Togo, mais aussi la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2024. Situation que je vais décrypter avec mon invité Gaëtan Kouka, ancien international gabonais de football. Monsieur Kouka, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pambo. Merci d'être sur le plateau du Métronome. Vous êtes un footballeur, vous avez pratiqué le football de haut niveau, vous aviez été sociétaire de plusieurs clubs au Gabon, pour ne citer que Mangasport ou Petrosport. Vous aviez été ancien international, vous avez joué sous les couleurs de l'Azingo national. Et puisqu'on parle d'Azingo national, Gaëtan Kouka, vous le savez, dans la nuit, le Gabon a perdu une figure emblématique du monde du football, puisqu'il s'agit de la perte d'Alain Dacosta Suarez, ancien sélectionneur du national Azingo, vainqueur de la Coupe de l'UDEAC en décembre 1988 au Cameroun, mais aussi le sélectionneur gabonais qui a pour la première fois qualifié le Gabon pour les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était en 1996 en Afrique du Sud. Gaëtan Kouka, vous avez connu Alain Dacosta Suarez. Parlez-nous un peu de ce qu'était ce grand homme. Merci déjà pour l'invitation, Monsieur Pambo. Et si vous me donnez l'occasion de parler de Monsieur Suarez, le temps serait relativement infiniment court pour décrire l'immensité de la personnalité de M. Dacosta. Simplement, nous incliner pour le vécu et donc la dernière situation que vous avez évoquée lors de votre énoncé, et remercier au passage le défunt pour tous les précieux conseils qu'il a dû prodiguer, non seulement à ma modeste personne, mais également à l'ensemble des footballeurs qu'il a côtoyés, et dire que le coach Dacosta était quelqu'un de travailleur humble, rigoureux et plutôt ouvert à la discussion de façon à planir les zones d'ombre. Donc le coach est parti. C'est une perte parce que nous perdons là une bibliothèque du football gabonais. Il a été le meilleur entraîneur du Gabon, on va dire, sauf preuve du contraire, de tous les temps, et qu'il est, en retour, il est opportun pour nous justement de tous nous mobiliser. Et quand je dis tous nous mobiliser, suivez le regard, vous dites qu'il a été sélectionneur, ça veut dire que c'est un deuil national, donc nous attendons justement de voir quelle est la réaction du ministère, de la fédération, de la Ligue nationale de football, de l'association des arbitres, de l'association des entraîneurs et naturellement l'association des footballeurs pour pouvoir justement organiser des obsèques dignes du rang de M. Dacosta. Alors Dacosta Suarez, je l'ai dit et vous le savez évidemment mieux que moi puisque vous étiez sur les terrains de football pendant plusieurs années. Dacosta Suarez, en termes de palmarès, évidemment, c'est deux faits d'armes importants. C'est l'UDEAC 88, un format avec la participation des équipes de la sous-région de l'Afrique centrale, mais une finale Cameroun-Gabon avec face au Gabon, une équipe du Cameroun qui regorgeait les meilleurs à ce moment-là du côté du Cameroun. Est-ce que vous avez encore le souvenir de cette finale de décembre 88 et de cette victoire 1-0 remportée par le National Azingo? Oui, je pense que vous avez parfaitement résumé dans votre énoncé la carrière de M. Dacosta. Les faits d'armes qu'il fallait retenir, c'est effectivement cela. Et pour revenir sur le match, ça a été un match très épique. Sachant déjà en termes de confrontation
qui se passe déroulement entre le Gabon et le Cameroun sur le plan de la pression mentale et sur le plan de la pression athlétique. Le Gabon a pu s'en sortir souvent parce qu'il avait des ressources, notamment via ses joueurs. Et c'est l'occasion de saluer toute cette génération justement qui était le fer de lance de l'époque du football gabonais, qui a pu démontrer que le football gabonais avait du talent et qu'on pouvait compter sur le vivier gabonais pour les jours à venir. Et Da Costa Soares, évidemment, au-delà de la sélection donc, du National Azingo, a également entraîné certains clubs, dont Manga Sport, dont le Vautour Club Mangungu, qui était un peu l'antichambre de l'Union sportive Bilandiami. Et il a su lancer plusieurs footballeurs, dont Valérie Ondo et les autres. Oui, je vous disais, parler de M. Da Costa en si peu de temps serait réduit justement l'immensité de la personne. Non, le coach Da Costa a lancé non seulement beaucoup de footballeurs, mais également à travers ses conseils, certains se sont recyclés dans l'entraîneuriat et qu'à ce niveau, je ne saurais dénombrer le nombre de joueurs à qui le coach Da Costa a rendu d'immenses services et que, comme je disais, vous me permettrez la répétition, maintenant à charge pour nous de pouvoir nous mobiliser justement pour lui rendre l'ascenseur, pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Alors, Da Costa Soares est passé par le côté de l'Orient éternel. Il est donc rentré dans la postérité au moment où le football gabonais est dans une énième crise, un énième balbutiement. Gaëtan Kouka, la reprise du championnat national de football de première division est toujours entre parenthèses. Comment peut-on aujourd'hui expliquer ce nouveau blocage justement dans la pratique du football domestique dans notre pays? La structuration des clubs. Quand je parle de structuration, en tête desquelles le financement ou la disposition financière des clubs qui prennent part au championnat national, le fait que le gouvernement ayant promis justement du fait de l'absence d'argent des clubs de pouvoir préfinancer, nous n'aurons pas assez parole, font en sorte que nous puissions nous retrouver dans cette configuration-là. Bien. Maintenant, vous voyez, c'est quand même difficile parce que depuis plus d'une décennie, le football gabonais nous sert le championnat le plus long du monde justement du fait de ces incompréhensions qui sont nées de la volonté des hommes. D'accord? Certainement qu'il y a des pesanteurs sur le plan administratif en termes de décaissement, mais je pense qu'on pourrait trouver des situations palliatives justement pour ne pas connaître des interruptions aussi longues du championnat, pour que les athlètes puissent compétir et trouver la forme la plus la forme requise justement pour pouvoir représenter le Gabon dans les joutes internationales. Alors il y a eu beaucoup de confusion dans l'opinion en rapport avec les sommes énoncées en ce qui concerne la dette due au club par l'État. On a parlé de plusieurs milliards de francs CFA, entre 2 milliards je crois, alors que selon les explications qui nous ont été données sur les antennes de Télé Africa dans le cadre de l'émission Les As du foot par Landry Kei, qui est le président de l'association des clubs de première et deuxième division, la dette due aux footballeurs en ce qui concerne les salaires s'élèverait à quelques 796 millions de francs CFA et que le reste, c'est une dette de l'État vis-à-vis des clubs, notamment pour la prise en compte d'un certain nombre de charges. Alors, aujourd'hui, le souhait des clubs, c'est que finalement, l'État arrête peut-être une forme de montant forfaitaire à payer à ses joueurs. Est-ce que vous trouvez ça raisonnable? Ce n'est pas raisonnable du tout, simplement parce que, et là, vous me donnez l'occasion de recadrer un peu le débat qu'il y a eu effectivement il y a quelques temps sur vos antennes à travers l'émission Les As du football pour dire que lorsque M. Nkei parle de la dette arrêtée à 700 millions, 776 millions et poussière, et qu'une audite qui est commise par le cabinet Ernest Young, pour ne pas le citer, au sortir de ces travaux, dit que les présidents des clubs doivent aux joueurs 1,5 milliard. Bon, j'ai envie de me poser, je m'interroge en conscience de savoir quels sont les éléments, donc les pièces comptables qui ont amené justement le cabinet d'audit à déclarer ce montant. Vous voyez que déjà entre la déclaration de M. Nkei, qui est le président des clubs, et l'audit mené par un cabinet qui a cette expertise, il y a, lorsque vous confrontez les chiffres, il y a déjà un problème à ce niveau. Donc ça veut dire que la vérité doit se situer quelque part. Après, M. Nkei n'a cessé de dire que, et il a dit en tant que président du club, n'a fait que marteler justement la violation justement des tests à travers le contrat programme qui avait été signé entre la Ligue nationale de football
et le ministère, le contrat-programme qui stipulait bien que les joueurs devaient être nantis de contrat. Malheureusement, M. Nkeyi a fait la démonstration que les joueurs n'avaient pas de contrat et que sur cette base... Enfin, certains joueurs n'avaient pas de contrat. Oui, mais quand on dit certains joueurs, vous avez eu, si on s'en tient justement à l'investigation menée par l'Association nationale des footballeurs professionnels, où vous avez 90% de joueurs qui se sont reconnus justement à travers cette association et revendiqué le fait de ne pas être nantis de contrat. Donc à partir de ce moment, entre la parole de M. Nkeyi et la parole des joueurs qui disent ne pas avoir de contrat, je ne sais pas où se situe la vérité. Alors, toujours est-il qu'il y a cette dette pendante donc, qui est comme une forme d'épée de Damoclès sur la tête des présidents de clubs. Et il y a une rencontre importante ce mercredi qui va réunir donc l'ensemble, enfin pas l'ensemble, l'association de présidents des clubs de première division pour faire un choix sur la reprise ou non du championnat. Alors selon vous, l'idéal serait de reprendre malgré la dette qui n'est pas encore payée, en espérant que le gouvernement paye, c'est ça? L'espoir est de mise. Si on devrait reprendre en espérant que la dette soit payée, j'ai envie de poser la question, pourquoi avons-nous arrêté? Ça veut dire qu'on aurait pu poursuivre le championnat. D'accord? Je pense que le mal est beaucoup plus profond et que les nombreuses rencontres qui ont eu lieu dans le pays maintenant et avant ont peut-être fait la démonstration de leurs limites et qu'à partir de ce moment, on devrait revoir le modèle économique pour justement avoir un championnat beaucoup plus stable et beaucoup plus pérenne dans la durée en termes de financement, de façon à ce que les athlètes puissent nous produire un spectacle assez intéressant parce que, vous voyez, le football gabonais, sa première vitrine, c'est le championnat national. Or ici, à travers tout ce que nous décrions, nous mettons à mal tout un pays via le football. Parce qu'il n'est pas question du ministère, il n'est pas question de la fédération, il n'est pas question de la Ligue nationale de football professionnel, encore moins des présidents de clubs et des joueurs. Il est question d'organiser un championnat, on dit bien championnat national du Gabon. À partir de ce moment, il faut que toutes les parties prenantes comprennent que l'intérêt ici est de concilier l'intérêt particulier pour l'intérêt général. Donc à partir de ce moment, oui, il est peut-être intéressant que les gens s'asseyent, mais trop d'assises tuent les assises, même si ce n'est pas des assises au sens premier du terme. Les présidents de club vont se retrouver avec le ministère et peut-être d'autres personnes. C'est le même ministère qui avait dit ici, avait fait une déclaration pour dire le championnat peut reprendre parce que les financements sont prêts, les financements sont décaissés. Aujourd'hui, nous étonnons de constater qu'il n'y a pas d'argent. Finalement, on dit une chose et on constate une chose. Sommes-nous réellement pour le développement du football dans ce pays? Alors, la situation est tout de même un peu complexe en ce qui concerne justement la pratique du football dans notre pays. Vous avez parlé vous-même, Gaëtan Kouka, il y a quelques minutes, de l'organisation de ces assises, les dernières au mois de mai 2021, au Nomade. On n'a pas cité cet hôtel qui avait donc servi de cadre pour l'organisation de ces assises, mise en place d'un comité de suivi, justement, un cahier de charge, je pense, qui a été élaboré avec des propositions qui ont été faites, qui ont mis en relief le nouveau modèle économique. Et puis, il y a tout ça adossé sur la nouvelle loi, l'orientation du sport dans notre pays. Gaëtan Kouka, est-ce que vous pensez que le moment est venu pour qu'on coupe le cordon ombilical entre le gouvernement et les clubs, sachant quand même que l'État s'est engagé à accompagner les clubs sur une période de 3 ans. Il reste encore 1 an d'accompagnement. Monsieur Pambo, l'État, en 2012, lors de la mise en place du championnat professionnel, s'était engagé via le contrat programme, et j'insiste, j'ai envie de dire lourdement, sur l'accompagnement de clubs de façon à terme de pouvoir acquérir une certaine autonomisation. 2012, nous sommes arrivés jusqu'au terme du dit contrat. Quel est le bilan? Oui, et ce qui est encore plus effarant, c'est que ça soit le ministère, que ça soit la Ligue nationale de football, que ça soit les présidents de clubs, personne n'a l'élégance de sortir par la suite et nous faire une espèce de communication sous forme de bilan. Pour nous dire nous avons décaissé tant, c'était ça l'objectif. Avons-nous atteint l'objectif? Personne ne le fait. Mais vous voyez simplement que lorsqu'il n'y a pas de moyens, les présidents des clubs et la Ligue nationale de football s'agitent pour dire nous voulons les moyens. Mais je pense que l'État a quand même un droit de regard sur l'argent qu'il a décaissé. Vous ne pouvez pas remettre autant de milliards à des clubs pour dire autonomisez-vous, structurez-vous et que par la suite, vous ne puissiez pas rendre compte. Bien, malgré ce fait,
d'armes, j'ai envie de dire, l'État se réengage pour dire, malgré ce manquement, je vais continuer à vous accompagner. Bien, j'ai envie de comprendre que l'État a envie d'encourager un enfant paresseux. Enfant paresseux, oui, où l'État a pris la mesure de la chose, plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain, l'État justement prend cette responsabilité-là de continuer à croire, à avoir de l'espoir et faire en sorte que, emmener les clubs à faire un bond qualitatif. Est-ce que vous, de façon raisonnable et réaliste, est-ce que vous pensez que si l'État, aujourd'hui, en l'État, coupe le cordon ombilical avec le club, ces clubs pourraient s'en sortir et voler de leurs propres ailes? Absolument pas. La preuve, le championnat est bloqué parce que les clubs n'ont pas de moyens. M. Nkeyi a fait la démonstration ici pour dire qu'ils ont fait montre de bonne volonté en jouant les 4 premières journées, mais il a oublié de dire que dans ces 4 journées qui correspondent à un mois, la dette ne fait que gonfler. Donc ça veut dire que les clubs ont du mal à pouvoir justement s'acquitter du paiement des émoluments de joueurs. Ensuite, quand vous m'avez posé la question raisonnablement, si on était on avait suffisamment de recul, je pense qu'on serait aux assises d'abord pour faire le bilan de la gestion, de la transition, pour l'appeler ainsi, de la professionnalisation du football. On aurait dégagé les forces et les faiblesses, on aurait choisi un modèle économique beaucoup plus approprié sur la base justement des correctifs de cet échec-là. Or, ici, nous sommes partis aux assises, donnant l'impression que nous amenons un modèle nouveau, comme pour dire que nous allons inventer la roue. Mais vous ne pouvez pas inventer la roue lorsqu'il y a eu des précédents. D'accord? Depuis qu'on parle de conclusion des assises, jamais j'ai vu les clubs, à travers le contrat programme, devaient avoir des sièges. Aujourd'hui, combien de clubs ont des sièges? Les clubs doivent avoir toutes les catégories. Là encore, les clubs se battent tant bien que mal à avoir les petites catégories. Enfin, certains clubs. Certains clubs. Là encore, c'est une infime minorité. Hein. Ensuite, vous avez le fait que la bancarisation, justement, des joueurs. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Bien. Ensuite, l'État dit, malgré ça, on continue à vous accompagner. Moi, je pense que les présidents de clubs devraient quand même mettre un peu d'eau dans leur vin pour comprendre qu'ils sont aussi fautifs dans la situation que connaît le football gabonais, pour pouvoir justement aller vers le ministère et poser les problèmes autrement. D'accord? J'ai comme l'impression que c'est un bras de fer qui oppose le ministère et les présidents du club, du fait justement du non-respect des engagements de l'État. Mais après, derrière, il y a aussi les joueurs qui à travers justement cette bagarre entre papa et maman, permettez-moi l'image, qui fait en sorte que les enfants puissent souffrir à la maison. Et que lorsque vous avez des enfants qui ont des enfants, qui doivent scolariser, des loyers à payer. Vous voyez, ça a un effet boule de neige qui fait que nous risquons de ne pas nous en sortir. Et que l'État devrait vraiment revoir le modèle économique dans lequel se joue le championnat national. Alors, en revenant en 2012, qui est cette date clé, symbole de la mise en application du championnat professionnel au Gabon, par 2012-2023, ça fait quand même, je pense, 11 ans. On constate qu'en 11 ans, les clubs ont eu du mal ou n'ont pas pu justement remplir même les 2 tiers du cahier de charges qui leur avait déjà été proposé depuis 2012 en termes de professionnalisation même du management de clubs, l'acquisition d'un certain nombre d'éléments. Comment le comprendre, Gaëtan Kouka? Vous êtes Gabonais, vous avez été formé au Gabon, vous avez été jusque dans l'équipe nationale gabonaise de football, l'Azingo national. Les dirigeants actuels sont des gens quand même qui sont pour l'essentiel expérimentés, qui ont un vécu. Comment comprendre que les clubs sont quasiment restés à une configuration archaïque dans leur management? Bien. La responsabilité, il faut l'établir à 3 niveaux. Le principal responsable est la Ligue nationale de football professionnel. Pourquoi? Lors de la signature du dit contrat programme, la Ligue nationale de football avait pour attribution, donc l'une des attributions était le contrôle, le suivi de la bonne exécution du dit cahier de charge. Ça veut dire qu'il avait été mentionné quelque part pour l'avoir lu, que avant de décaisser, parce que tout l'argent que l'État décaissait était versé dans le compte de la LUNAF, et c'est la LUNAF qui reversait au club sur la base de la présentation des justificatifs. Alors, comment comprendre que des clubs qui ne se soient pas conformés, donc qui ne se soient pas mis à jour, et qui aient réclamé justement que pour ce mois on a besoin de temps, et que la LUNAF, sans contrôle aucun, puisse reverser justement cet argent?
Donc je dis, le principal garant de ça, c'était la Ligue nationale de football professionnel, qui est aujourd'hui, j'ai envie de dire, le principal comptable, d'accord? Ensuite, aujourd'hui, on ne ferait peut-être pas trop un procès à l'État, parce que l'État a décaissé les moyens via le ministère. Donc, le conflit se situe entre la Ligue nationale de football et les clubs. Où on pourrait, au niveau où, personnellement, je pourrais incriminer le ministère, c'est d'avoir dit, mais enfin, j'ai quand même décaissé plus de 250 milliards du développement global du football, et qu'avant de passer à autre chose, notamment, j'ai envie de revenir sur les assises, il est quand même intéressant et judicieux de faire le point. C'est un bilan de fin d'exercice. Nous avons décaissé de l'argent. Avons-nous atteint les objectifs? Si oui, c'est bien. Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui a manqué? Jusqu'à présent, personne ne nous fait ce bilan. À la limite, lorsque vous demandez des comptes, c'est plus vous qu'on considère comme quelqu'un qui sort d'un raisonnement cohérent, et vous êtes diabolisé. Donc à partir de ce moment, on a quand même un problème de raisonnement. Est-ce que finalement vous pensez qu'il y a une forme d'opacité entretenue, voulue? Monsieur Pambo, le constat est patent. C'est des choses que nous ne commentons pas. Alors, il y a l'aspect pécuniaire, évidemment, lié à l'utilisation des fonds mis à la disposition de l'État à la l'INAF et reversé au club pour payer les salaires, notamment peut-être la prise. Et les différents partenaires également. Et les partenaires et la prise en compte d'un certain nombre de charges. Mais il y a le volet aussi, dans le cahier de charges, il n'y a pas que l'aspect pécuniaire, il y a le volet lié à la qualité, au profil des dirigeants qui composent les bureaux respectifs de ces clubs-là, la formation de ces dirigeants-là. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes, je reviens sur le management des clubs de haut niveau, vous pensez que les différents bureaux des clubs de première et même deuxième division, ces dirigeants sont suffisamment outillés au-delà des présidents et toute l'équipe, les bureaux qu'ils accompagnent? Le cahier de charge était suffisamment clair. X niveau, voilà l'attitude, le comportement à avoir. D'accord? J'ai envie d'accuser avec force la Ligue nationale de football professionnel justement d'être le principal comptable de la léthargie dans laquelle se trouve le football gabonais. Il avait été clairement dit qu'avant le versement de quoi que ce soit, la Ligue nationale de football s'assure de la bonne exécution de la première tranche versée. Donc, vous faites bien d'évoquer tous ces pans. Comment comprendre que la Ligue nationale de football est versée, ou donc reversée de l'argent au club, sans s'assurer que tous ces pans soient correctement exécutés? Vous êtes en train de me dire qu'il existe un crime sans assassin? Enfin, un crime sans assassin? Les faits sont patents. La Ligue nationale de football était le gendarme. La Ligue nationale de football a-t-elle joué son rôle? Justement, est-ce que, on va y revenir, mais pour rester sur les aspects liés au management, il y a plusieurs corps de métier dans le monde du football, évidemment, comme vous le savez. En parlant justement de nos clubs, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les hommes qui composent les bureaux dans les clubs de football sont suffisamment formés, outillés justement pour être assez représentatifs de ces différents corps de métier qu'on trouve aujourd'hui dans le football moderne? J'ai envie de vous reprendre par la négative en disant que lorsque vous regardez la structuration des clubs en termes de management, combien aujourd'hui de présidents de clubs ou de dirigeants de clubs ont fait le management du sport? Combien? C'est des gens qui ont des domaines, qui ont des connaissances dans des domaines bien spécifiques, qui n'ont rien à voir avec le football. D'ailleurs, quelqu'un disait, chacun de nous sortit de son rayon de compétences et ignorant. Oui, certains injectent de leur argent. Maintenant, après, dans la gestion d'une équipe de football, il y a des spécificités qui, justement, devraient renvoyer certains dirigeants de club vers une formation. Je pense que, sur le plan administratif, puisque c'est dont il est question, la Fédération gabonaise de football organise souvent des stages. Des séminaires de renforcement de capacité. De renforcement de capacité. Allez, lorsque vous assistez à ces, ces séances de renforcement de capacité, vous verrez très peu de dirigeants. D'accord? A contrario, lorsqu'il y a des stages d'entraîneurs, vous verrez beaucoup plus d'entraîneurs. Donc, le problème se situe justement à ce niveau, c'est le problème du management. Et c'est un management qui est global. Lorsque vous avez des gens qui ne sont pas formés
pour gérer une structure, mais qui créent des structures dont ils n'ont aucune connaissance, mais comment voulez-vous que la structure prospère? Aujourd'hui, à l'exemple, à l'échelle mondiale, on va dire, il y a quand même des exemples qui nous montrent assez clairement justement l'importance de mettre en place un environnement dans lequel les clubs arrivent à pouvoir être dirigés de façon efficiente par des gens qui sont suffisamment formés. Aujourd'hui, la référence mondiale en termes d'organisation de championnats de football d'élite réussi, c'est l'Angleterre, avec justement la première ligue, comme vous le savez. Et vous savez que c'est en Angleterre que Arsène Wenger a écrit son nom en lettres de noblesse du côté d'Arsenal. Il a été super manager. Alors, selon vous, le modèle qu'on est en train de dessiner au Gabon, est-ce que vous pensez que ce modèle-là, piqué de football anglais de club, pourrait être un modèle qu'on pourrait implémenter chez nous au Gabon, faire en sorte que les entraîneurs soient des top managers, en fait, qu'ils aient des pleins pouvoirs, mais qu'ils soient suffisamment formés justement pour avoir ces pleins pouvoirs-là, plutôt que d'avoir des super présidents de clubs qui étouffent même leurs entraîneurs, mais qui n'ont pas de vision finalement aujourd'hui arrimée au football moderne. Parce que je vous pose la question, parce que vous êtes un footballeur qui avait été formé à une certaine époque, dans les années 80. Avec des dirigeants qui étaient super puissants. Précisément au cercle sportif de Batavia, voilà, donc le CSB. Et à cette époque-là, dans les années 80-90, les présidents de clubs, c'était des super dirigeants, des super hommes qui, mais vraiment étaient, j'ai envie de dire, l'alpha et l'oméga dans leur club. Oui, bon, après, derrière, ces mêmes dirigeants n'avaient aucune formation, mais c'était des vrais passionnés et qui, dans leur gestion quotidienne, faisaient la démonstration, justement, de leur passion. Or, aujourd'hui, vous avez quasiment la même configuration, mais c'est dans, justement, la matérialisation de la gestion qui pose le problème. Pour mémoire, il vous souviendra que beaucoup d'équipes comme Sogara, CSB, Asdouane, Locomotive, Petrosport, toutes ces équipes sont mortes du fait de la gestion et non du fait des résultats sur le terrain, sur le plan sportif. Ça veut dire que nous avons globalement un problème de gestion des dirigeants des clubs. Aujourd'hui, vous voyez, il y a même, vous me permettez la transition, lorsque vous parlez de Petro était géré par Elf Gabon. Le CSB était géré par la CNSS. Sogara, comme l'indique son nom, par la Sogara. Il y avait même la jeunesse athlétique club La Jacques. Échelle par échelle. Vous voyez. C'était des clubs qui avaient un management, j'ai envie de dire, qui s'adossait sur une entreprise. Le modèle que les assises souhaitent avoir. D'accord? Je dis, nous avons eu un modèle dans les années 80 qui a marché. Pourquoi vouloir inventer la roue? On aurait pu simplement nous asseoir et dépoussiérer certains textes et dire, nous allons repartir dans un modèle qui a marché à tous les niveaux. Là-dedans, vous avez la question du management en entreprise, vous avez la question de la reconversion des joueurs, vous avez la question de la commercialisation non seulement des joueurs, mais aussi d'autres produits liés justement à l'entreprise. C'était un package qui faisait en sorte que les gens se reconnaissaient. Aujourd'hui, ils sont allés aux assises, on parle de la reconversion des joueurs. D'accord? La reconversion des joueurs est fonction de deux choses. Du niveau intellectuel de chaque joueur pour pouvoir justement parler de la reconversion dans un domaine ou du sport ou ailleurs. Or, ici, le modèle qui avait été choisi par nos ascendants faisait en sorte que lorsqu'un joueur s'exprimait sur le terrain, il pouvait être déjà, de par ses prestations, être inclus, donc inséré dans la boîte et commencer à l'échelle la plus basse et passer des concours en interne, de façon à pouvoir évoluer. Je peux vous citer des noms de beaucoup de footballeurs qui ont été intégrés dans beaucoup d'entreprises. En fait, quand on vous entend parler, on suit votre raisonnement, en fait, la veste qui a été confectionnée pour le dirigeant gabonais, finalement, elle était trop grosse, en fait. C'était pas du tout adapté. Pas du tout. Vous ne pouvez pas... On a mis la charrue avant les bœufs. Effectivement, vous avez parlé du modèle anglais, du modèle anglo-saxon. C'est un modèle qui est bâti sur l'expérience. Alors que le modèle français, il est bâti sur le diplôme. Vous voyez, c'est ça toute la différence. À partir de ce moment, lorsque nous voulons justement nous arrimer à un modèle, avons-nous tenu compte de nos spécificités sur le plan local? Les clubs anglais, c'est le championnat le plus cher au monde. Les clubs anglais sont cotés en bourse. Les clubs anglais ont des chaînes de télévision. Les clubs anglais ont des chaînes de vente de produits
liées justement à la pratique du football. Donc c'est un environnement, donc un écosystème qui est mis en place, qui a été bâti avec le temps. Or ici, nous voulons sauter du coq à l'âne simplement parce que nous voulons calquer sur les autres. Oui, il est bien de calquer, mais en calquant, il est bien de monter progressivement dans le temps, dans l'espace, de façon à ce que toutes les parties prenantes puissent bien s'arrimer et de façon à avoir quelque chose de beaucoup plus solide. Le problème, finalement, en ce qui concerne le football gabonais, le football de club, ce n'est pas tant l'argent. Non, le problème n'a jamais été l'argent. Je parle bien de la gestion. C'est une gestion financière, c'est une gestion des ressources humaines. C'est de ça dont il est question. Ce n'est pas une question d'argent. Pour preuve, depuis, j'ai envie de dire, depuis 1980, le décret de Feu Léon Mébiam qui avait été signé, je crois, dans les années 75, qui a fait l'objet justement de toute sa démonstration, a fait en sorte que les clubs, non, les sociétés, que dis-je, puissent être des sponsors pour des clubs. Et vous verrez bien quand vous faites une analyse que le football gabonais s'est développé de manière globale à cette période. Les constructions des stades, les équipes qui avaient des joueurs qui pouvaient en même temps travailler et jouer, et j'en passe et j'en passe. Il a fallu que le chef de l'État arrive en 2012 pour justement réinjecter autant d'argent pour la construction des stades et dire que les clubs devraient se structurer de façon à des clubs professionnels. Aujourd'hui, quel est le bilan? Il est négatif. Alors, c'est une question évidemment ou un problème très complexe hein, ce que vit le Gabon depuis 2012, depuis 11 ans maintenant, avec l'injection de tant des milliards de francs CFA dans le football sans que ça n'ait produit de façon qualitative, donné des éléments probants justement, du moins en termes de succès remporté sur le terrain. C'est un échec. Fiasco total. Non seulement les clubs n'ont pas de siège, les clubs n'ont pas de stade d'entraînement, les clubs n'ont pas de bus, les clubs sont en train de pouvoir maintenant s'arrimer à avoir des petites catégories, notamment le football des jeunes, autant chez les filles que les jeunes. Vous voyez, et tout ceci se passe longtemps après l'exécution du contrat programme. Et comme par extraordinaire, cela n'arrive à émouvoir personne. Personne ne pose des questions à personne, tout simplement parce que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. À partir de ce moment, comment voulez-vous qu'on évolue lorsque la culture du rendu n'existe même pas? Alors, vous aviez parlé de la Ligue nationale de football professionnel qui aurait dû, évidemment, selon vous, hein, faire le gendarme. Mais est-il logique que ce soit l'organe qui organise et qui se contrôle ou qui contrôle. Je crois que lors des assises, on a fait la proposition de créer une entité indépendante qui serait là justement pour pouvoir faire le gendarme et contrôler et la LINAF et les clubs. Vous faites allusion au fameux comité de suivi? Non pas le comité de suivi, une entité technique qui serait là dans la durée justement, un peu comme sur le modèle de ce qui se passe en France où il y a un organe technique financier. Voilà, un contrôleur financier, c'est pas l'idéal. Oui, ça peut être une voie de solution. C'est pourquoi je dis, j'insiste, ne calquons pas parce que nous devons calquer. D'accord? Je vais vraiment insister lourdement sur le fait que les entreprises devraient revenir massivement dans la gestion du football. Parce que vous avez, dans cette gestion, vous avez plusieurs barrières, donc plusieurs rendus. Vous avez d'abord le conseil d'administration qui doit voter le budget. Et le conseil d'administration ne peut voter le budget lié justement au social via le sport par justement la qualité de la gestion. C'est déjà la première barrière. Ça veut dire que pour vous, si les entreprises reviennent, et ça doit être sur le modèle, le format de ce qui se faisait dans les années 80, ça veut dire que ce n'est pas le président de club lui-même qui gère, mais il y a un conseil d'administration. C'est bien ce que je dis. C'est le premier palier où le président du club aura des difficultés justement à pouvoir gérer à sa convenance parce qu'il sait qu'il a l'obligation de rendre compte. Et en plus, lorsque vous savez que ces présidents du club étaient généralement des employés de la dite société, avaient du mal à mal se comporter parce qu'il y avait des répercussions même sur le plan professionnel. Or ici, lorsque vous regardez bien, en dehors de Manga Sport, en dehors de missiles, CMS. Non, pas le CMS, de Vautour, quelle équipe encore, du Stade de Manji, qui sont ces équipes qui, elles, sont gérées
par des entités. Votre club par la police, Stade Mandi par la mairie, Mangaspa par la communauté et Missile par l'armée. Il y a quand même un rendu, il y a un suivi. Quand vous regardez tous les autres clubs, ce sont des présidents fondateurs qui ne rendent compte qu'à leur conscience. À partir de ce moment, lorsque vous n'avez pas de miroir pour renvoyer la vérité du reflet, vous vous comportez comme vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Et c'est le cas qui se passe actuellement. Or, hier, lorsqu'on avait des présidents de clubs qui devaient d'abord rendre compte au conseil d'administration, ils faisaient attention dans leur gestion. Donc, l'État pêche déjà du fait d'avoir accepté que ces gens qui ne rendent compte à personne, si ce n'est à leur conscience, de pouvoir justement intégrer un championnat national. On dit bien championnat national, c'est la vitrine d'un pays. C'est le premier représentant du football gabonais, c'est le championnat national, parce qu'il est le vivier également de l'équipe nationale et de tous les autres pans de l'équipe nationale. Oui, mais justement, d'où peut-être la nécessité pour ce qui est du Gabon par rapport à notre environnement, aux faiblesses que vous avez évoquées, la création d'une entité indépendante qui serait là pour faire ce gendarme-là, puisque les réalités économiques, la conjoncture économique également, n'est peut-être pas favorable aujourd'hui à ce que les entreprises reprennent les clubs. C'est une piste de solution. Monsieur Pambo, pour mémoire, j'ai pris part à un championnat où chaque club avait 50 millions par saison. Il y en avait 12. À raison de 50 millions la saison. Nous avons eu un championnat qui était constant. Pourquoi ne pas repartir dans ce format? La question des émoluments, c'est un autre débat. La question des charges, c'est un autre débat. Mais je pense qu'avec 50 millions, nous pouvons facilement nous en sortir. Puisque hier, on l'a fait. C'est vrai que la réalité n'est pas celle d'aujourd'hui, mais je le dis, après, derrière, on pourrait peut-être majorer en fonction de la réalité du moment. Mais 50 millions, en sachant qu'évidemment, l'ensemble des charges sont prises en compte par l'État. Hébergement, transport, Monsieur Pambo, ce sont les mêmes réalités. Ce n'est pas dans les 50 millions là que vous allez... Ce sont les mêmes réalités où on partait d'ici pour Mwanda, on partait de Libreville pour Mwanda, on partait de Libreville pour Port-Gentil, on partait de Libreville pour Tchibanga. C'était les mêmes réalités avec 50 millions. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Convaincu, monsieur Pambo. Il n'y avait pas un accompagnement de l'État qui prenait en charge le transport, l'hébergement? Du tout. Je vous renvoie justement à une certaine investigation. Ce championnat, ce modèle a marché. Oui, mais ce n'était pas un modèle professionnel. Or là, il y a une vision qui est plus grande et qui veut faire en sorte que le Gabon fasse un bon qualitatif. Monsieur Pambo, je vais peut-être vous faire une révélation. En 2000, lors de... comment vous avez appelé il y a eu en 2000 des assises, ce n'était pas des assises à l'époque du professeur Nando, à l'hôtel Intercontinental. Pour ne pas faire la publicité. Moi, j'ai représenté les joueurs dans la commission juridique administrative. J'étais avec Valérie Ondo. D'accord? Nous avons représenté les joueurs dans la commission juridique et administrative. Le débat s'était posé à l'époque sur le statut du footballeur gabonais. D'aucuns avaient dit professionnel, non, enfin amateur, d'autres semi-professionnels. Ensuite, pendant les travaux, moi je m'étais interrogé, à haute intelligible voix. C'est quoi un professionnel? Un professionnel est un individu ou quelqu'un qui perçoit une rétribution par rapport à l'activité qu'il exerce. Dans le fond, nous sommes des professionnels, c'est simplement la reconnaissance juridique que les dirigeants gabonais n'ont jamais voulu admettre parce que ça empêchait justement un certain nombre de choses en termes de gestion qui les empêchait de reconnaître. Mais en fait, en réalité, le football gabonais est professionnel. Ou bien ce statut de professionnel entraînait automatiquement un certain nombre d'implications de la part des clubs par rapport à... C'est toutes ces raisons. Si quelqu'un vous fait un travail depuis des années, il est payé. Comment vous le qualifiez, M. Pambo? C'est un professionnel. Donc le débat ne se pose pas à ce niveau. Le problème se pose au niveau de la reconnaissance, donc au niveau de la gestion. C'est ça fondamentalement le problème du football gabonais. Alors aujourd'hui, avec cette situation des plus complexes et difficiles, on rappelle quand même que depuis bientôt 5 ans, on est dans un cycle de crise répétitif. C'est un cycle, donc c'est répétitif évidemment. C'est une situation qui fait en sorte évidemment qu'on ne peut pas espérer pouvoir avoir des résultats probants, positifs, justement si on n'arrive pas à sortir de cette réalité-là. C'est une relation de causalité. Vous ne pouvez pas avoir des clubs qui s'entraînent difficilement, donc qui prennent part difficilement à une compétition,
qui peuvent derrière, après, sur le plan international, vous apporter des résultats. Je pense que l'autre point de la question, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, nous ayons beaucoup de jeunes qui se sont expatriés et que le principal vivier soit l'Occident, qui donne l'impression justement à nos gouvernants que le championnat national n'est pas important. Donc c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est bien ce que j'ai envie de dire. Mais après, on oublie que ce championnat national qui est d'abord l'origine de tout, parce que c'est lui qui est le principal pourvoyeur des joueurs individuellement ou collectivement vers l'Occident, il devait être mieux structuré, mieux organisé, de façon à ce que le Gabon puisse avoir aujourd'hui, écrire beaucoup de lettres de noblesse, parce que la qualité en termes de ressources, il y en a. C'est l'accompagnement, donc la gestion qui pose problème. Et là, ce n'est pas spécifique au football, c'est de manière globale dans le sport. Tout se tient, il y a un lien forcément, évidemment, dans le monde du sport. Cette situation est dommageable à notre équipe Espoir. Dans quelques jours, va se disputer le championnat d'Afrique des Nations de football au Maroc, qui est un championnat qui voit la participation des joueurs locaux qui évoluent dans les championnats sur le continent africain. Gaëtan Koukan, l'équipe Espoir, c'est l'antichambre de l'équipe A. Le fait d'avoir un championnat en dents de scie, qui n'arrive parfois pas à son terme, la répercussion arrive jusqu'à l'équipe A. Inéluctablement. Vous voyez, aujourd'hui, toutes les petites catégories sont négligées et certains encore s'efforcent à faire de la formation, si on peut encore appeler ça formation, d'accord. On va le prendre comme ça dans le tas, mais en réalité, ce n'est pas ça la formation. D'accord. La formation est un pan qui est lourd, qui nécessite d'énormes moyens. Et peut-être même plus important que les équipes d'élite. Quelqu'un sort, il a 1 ou 2 millions, il a un petit endroit où il entraîne des enfants, il a plein de matériel, il appelle sa formation. Bon, passons, vous voyez. Après, derrière, les répercussions, c'est quoi? Les répercussions, c'est que si vous avez une maison, je vais prendre une image, qui n'a pas des fondamentaux solides, ce n'est pas la finition qui va être solide. Les fondamentaux, c'est... Lorsque vous voyez les équipes évoquées, ce n'est pas être passéiste si j'évoque ces équipes-là, mais c'est simplement restituer l'histoire à travers la mémoire collective. Sogara formé, Petrosport formé, USM formé, Wotokuro Mangongue formé, le CSB formé, Locomotive formé. D'ailleurs, tous les autres qui sont montés, qui ont gagné l'UDEAC en 88, sont issus justement de ces écoles. Jusqu'en sensiblement 2000. Ces écoles ont produit, il y avait Ndela qui formait également. Aujourd'hui, citez-moi 5 clubs au Gabon qui forment. Dans le tas, comme ça, je peux vous citer Mangasport, je peux vous citer le CNS. Dans le tas. Mounana, équipe d'élite, sur 14. Lorsque vous prenez par analogie au club français, tous les clubs français sont structurés et forment. Et c'est justement le fruit de leur formation qui permet à l'élite de pouvoir justement tenir dans l'espace. Et après, derrière, en termes de, justement de management, pour certains qui étaient vendus et qui faisaient rentrer l'argent justement pour apporter une bouffée d'oxygène au club. Alors, il y a urgence, Gaëtan Kouka, urgence à véritablement structurer le championnat de première et de deuxième division du Gabon pour faire en sorte que les résultats des Panthères du Gabon, là on est en train de parler de l'équipe 1, soient positifs, évidemment, puisque le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que l'essentiel des footballeurs qui composent l'équipe nationale du Gabon jouent à l'étranger. Problème, c'est que l'essentiel de ces garçons-là, le gros des troupes, jouent dans des championnats de seconde zone. N'ayons pas peur de le dire, c'est la vérité. Si vous avez un international qui joue en National 2, la situation est dramatique pour le Gabon à ce niveau-là quand même. De ce point de vue, je peux vous comprendre. Maintenant, lorsque vous comparez les niveaux en termes de championnat, vous voyez que quelqu'un qui joue en National en France a un niveau égal, sinon plus élevé que celui qui joue au championnat gabonais. Mais parce que le championnat gabonais n'est pas structuré, justement. C'est bien ce que j'ai dit. Donc, pourquoi faire un procès à celui qui cherche à se mettre dans des conditions pour pouvoir évoluer, seulement parce qu'il sera allé jouer dans un championnat? Non, le procès n'est pas fait à celui-là qui joue en national, mais plutôt à ceux qui ont la responsabilité d'organiser le championnat, en disant justement que c'est un peu le serpent finalement qui se mord la queue. C'est bien ce que je suis en train de vous faire comprendre, monsieur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'après, les gens prennent le raccourci pour dire nos joueurs vont jouer dans les championnats de seconde zone. Mais ils oublient que c'est la conséquence, c'est l'organisation, donc le niveau du championnat national. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je ne vais pas faire la publicité. Lorsque vous allez à l'étranger, vous êtes un joueur gabonais, un joueur camerounais, même si vous jouez au championnat d'élite chez vous et que le Camerounais lui joue au quartier, permettez-moi l'expression, mais il est d'abord pris en compte
Le premier, contrairement à vous, c'est même parce que le Cameroun a vendu une image sur le plan sportif. Et donc, la côte du Cameroun est tellement avancée sur le plan sportif qu'aujourd'hui, lorsqu'on a demandé je suis camerounais, on s'est dit il y a probablement de la matière, contrairement aux Gabonais. Et ça, c'est arrivé à beaucoup de footballeurs gabonais comme ça. En plus, vous savez que le championnat professionnel en Europe, il est structuré, il est organisé. Si vous n'avez pas de manager, vous n'accédez nulle part. L'autre problème, c'est que notre championnat n'étant pas structuré, et ce sont un peu les effets induits, c'est que nous ne pouvons pas avoir des managers qui arrivent ici pour regarder si nous avons du talent. Ce n'est pas que le talent manque, mais simplement la constance et l'organisation du championnat font en sorte que les gens disent « moi j'ai investi mon argent, il faut que j'ai un retour d'investissement ». Le retour d'investissement se dit par année, on doit pouvoir prendre au moins un talent par équipe, par championnat, pour pouvoir vendre en Occident. Or, au Gabon, vous avez le championnat le plus long du monde. Demain, vous faites 4 journées, vous vous arrêtez 6 mois et vous revenez. Il y a une inconstance à beaucoup de niveaux. Alors, finalement, le mal est réel et profond. On a parlé de l'équipe nationale gabonaise de U23 qui est qualifiée pour le 3e et dernier tour des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Est-ce que ce 3e tour doit se disputer en mars, je crois, au mois de mars. On est en janvier, Gaëtan Kouka, il y a urgence. Monsieur Pambo, vous n'avez pas de championnat. Sur quelle base voulez-vous que le sélectionneur convoque des joueurs? Vous me direz, oui, il y a peut-être déjà des prérequis du fait d'avoir fait 1 ou 2 matchs, mais après, rien ne remplace la compétition. Ensuite, derrière, même si ce même sélectionneur vous dit, du fait de l'absence de championnat, j'ai besoin d'une préparation un peu plus longue, tout de suite, le refrain quotidien ressortira, nous n'avons pas de moyens. D'accord. Vous me permettez de faire un saut qualitatif pour dire que la CAF et la FIFA désormais octroient 9 places au continent africain. Pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. À partir de 2026. Le Gabon, jusqu'à présent, quelles sont les ambitions du Gabon sur le long terme? Quelles sont les ambitions du Gabon sur le long terme? Comment nous organisons-nous d'abord pour atteindre le stade de demi-finale d'une Coupe d'Afrique et aussi nous projeter, ça c'est dans les 2 ans à venir, je me dis 1 an en Côte d'Ivoire, et ensuite de dire, dans 4 ans, il faudrait absolument que le Gabon se donne des chances, donc des moyens d'arriver en Coupe du Monde. Parce que vous voyez, lorsque vous prenez part à une phase finale de Coupe du Monde, il y a des retombées sur le plan financier. Évidemment. Est-ce que nous sommes conscients de toutes ces réalités? Alors, les U23, c'est dans quelques semaines. Pas de championnat. Monsieur Pambo, scientifiquement, si vous n'avez pas d'éléments, comment vous faites? C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on s'est dit au petit bonheur la chance, parce que les enfants font des big matchs qu'on appelle vulgairement au quartier, et d'autre part, ils s'entraînent dans le club, on s'est dit c'est suffisant pour pouvoir représenter une nation dans une joute internationale. C'est-à-dire que même la fierté nationale, l'orgueil du pays est mis de côté simplement pour des considérations personnelles. Alors, en recevant le président de l'association des clubs de 1e et 2e division dans l'émission Les As du foot, Landry Keyi, ce dernier, et sur la base d'ailleurs du document qui a été plus ou moins présenté par Rodrigue Bekale, qui est le présentateur de cette émission, on a vu les disparités importantes, énormes, entre clubs au niveau de paiement des salaires. L'incompréhension, se lisait dans le propos du président de l'association de clubs de 1re division qui n'arrive pas à comprendre comment est-ce que certains clubs ont 6 mois de salaire payé quand d'autres en ont que 3 ou 2. Comment comprendre ce genre de situation? Monsieur Pambo, vous avez un directeur qui a des employés et qui un beau matin se lève et dit « je ne comprends pas pourquoi cet employé est payé à 10 000 et l'autre à 5 000 ». Monsieur Keyi Landry est le président de l'association des présidents de clubs de D1. Quelles sont leurs missions? A-t-il recadré ses membres, pour les appeler ainsi, du fait justement de l'absence de documents relatifs au cahier de charges, du fait de l'absence, du constat de la disparité? Quel est finalement le rôle de l'association des présidents de clubs? Si d'abord en interne on ne se recadre pas, parce que vous voyez, il est bien de recadrer les autres en externe, mais en interne, quel a été le débat? Pour dire, je ne comprends pas, nous connaissons, ça veut dire que cette association est là pour mettre en musique, si vous voulez, le développement global du football, via le championnat national. Les clubs sont structurés, nous connaissons, on doit savoir qui fait quoi et qui perçoit quoi. Même si après, les émoluments sont en fonction des discussions entre clubs et joueurs,
mais la somme globale doit être connue de tous. Mais le problème, c'est que l'association de clubs estime qu'il y a un travail qui est fait, d'élaboration, qui est transmis à la tutelle, donc au ministère de Sport, qui lui, évidemment, n'est pas l'ordonnateur de la dépense, qui envoie aux entités dédiées pour le paiement de ces salaires-là. En fait, ce n'est pas le ministère des Sports qui paye. Comment est-ce que... Quelles sont les pièces comptables qu'on joint dans le dossier, justement pour envoyer vers la Ligue nationale de football et un peu plus loin le ministère? Monsieur Nkeyi lui-même a fait la démonstration de ce que les présidents de club sont en parfaite flagrance du contrat, en disant que les joueurs ne peuvent pas revendiquer leur salaire parce qu'ils n'ont pas de contrat. C'est ce que M. Nkeyi nous a dit hier. À partir de ce moment, bien. Ensuite, vous avez un cabinet d'expertise, pour ne pas citer le cabinet, Ernst & Young, qui a mis en place une audit. L'audit révèle que voilà ce que doit. M. Nkeyi vient nous dire autre chose. Je pense que des deux, il y a quand même quelqu'un qui ne nous dit pas la vérité. Gaëtan Koukan, on est arrivé quasiment au terme de l'émission. Aujourd'hui, la situation est une fois de plus difficile pour les footballeurs gabonais. Le championnat de première division est à l'arrêt. Il y a une équipe gabonaise de U23 qui doit disputer son dernier tour qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de la même catégorie dans quelques semaines face au Togo. Il y a l'équipe nationale des Panthères qui va reprendre les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024 dans quelques semaines, au mois de mars. Faut-il un sursaut d'orgueil, un sursaut patriotique de la part des dirigeants de football gabonais pour sortir une fois de plus de l'impasse? Monsieur Pambo, à cette terre, nous sommes tous attachés. Nous n'allons pas faire de la redondance parce que depuis que sur cette même chaîne, nous disons un certain nombre de choses, nous sommes plus perçus comme étant des adversaires ou des ennemis. Or, l'objectif ici est de dire notre part de vérité, de façon à ce que les décideurs prennent la meilleure orientation possible. Il s'agit du Gabon, il ne s'agit pas des individus. La preuve, on dit, l'homme passe, l'administration reste. Chaque ministre qui passe du département au fauteuil de ministre des Sports a également un bilan dont les gens pourront le ressasser dans le temps et dans l'histoire. Aujourd'hui, quelle est la qualité de notre championnat? Quelle est la qualité de notre formation? Qu'est-ce que nous pensons des petites catégories, que ce soit dans les clubs, que ce soit au niveau de l'équipe nationale? Vous parlez de U23. Cette équipe a été accompagnée par qui lors du premier tour? La FEGAFOOT. Ce ne sont pas les prérogatives de la FEGAFOOT. Pourquoi nous sommes dans les considérations de personnes et non dans les considérations de responsabilité? C'est là tout le mal du football gabonais. C'est plus la considération de personnes qui est plus importante que la considération de la responsabilité. Donc, tant que nous ne revenons pas aux fondamentaux, et ce que j'entends par fondamentaux, c'est pour dire c'est ma responsabilité, je dois l'assumer, parce que nous sommes dans une, comment dirais-je, une fonction de synergie pour que les choses puissent aller de l'avant, nous ne pourrons jamais avancer. Parce que je n'aime pas M. Pambo. Si M. Pambo fait quelque chose, j'estime que c'est à son crédit. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais j'oublie que M. Pambo est sous ma responsabilité et que s'il y a un impact positif ou négatif, on serait tous éclaboussés. Gaëtan Kouka, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission de Métronome. On espère avoir le plaisir de vous retrouver une autre fois pour continuer à débattre des questions qui font l'actualité footballistique nationale et même internationale. Merci à vous, M. Pambo, de me faire l'honneur de passer sur votre plateau et je me tiens tout à votre disposition. Merci beaucoup. Merci de nous avoir regardé. Ainsi se referme le Métronome du jour. Bonne suite des programmes sur Télé Africain.